Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois dans le débrief de Football Database, débrief au cours duquel nous revenons sur l'actualité footballistique du week-end et comme chaque semaine, pour m'accompagner, je suis avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut Nathanaël, bonjour à tous. Et puis cette semaine, on va revenir dans un premier temps sur ce qui s'est passé en Ligue 1 avec la manita que Rennes inflige à Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. On va la décortiquer un peu cette rencontre et puis voir aussi les individualités qui se sont distinguées au cours de ce match-là. Ensuite, on enchaînera sur le débat du jour où là aussi on parlera de quelques individualités, mais plus précisément celles du championnat. On les comparera aux joueurs du PSG parce qu'en ce moment, les semaines se suivent et se ressemblent pour Paris, ça va pas trop. Et puis là, on va se demander quel joueur de Ligue 1 aurait tout simplement sa place dans l'effectif. Et puis pour terminer ce débrief, en focus de la semaine, on ira une nouvelle fois du côté de la Ligue 2 où on s'intéressera au récent bilan du PFC, pour qui ça va beaucoup mieux en comparaison à il y a quelques semaines. Et puis voilà, mais dans un premier temps, Arnaud, on va parler de la victoire rennaise, hein, pour pas dire une nouvelle défaite stéphanoise, les pauvres. Une victoire 5-0, un score sans appel, hein, pour Bruno Genesio et ces hommes qui, une fois de plus, ont bien réagi déjà par rapport à la défaite qu'il y avait eu en cours de semaine. Mais là, c'est vrai quand même que Rennes a frappé assez fort. Arnaud, au final, quand on regarde cette équipe rennaise, on a l'impression qu'elle a pas trop de faiblesse en fait, qu'elle est forte partout. Est-ce que pour toi, c'est l'équipe la plus aboutie, la plus équilibrée du championnat? Alors la plus équilibrée, je sais pas, probablement en tout cas d'un point de vue résultat, c'est vrai que on sent que aussi bien défensivement que même le poste de gardien qui est très bien tenu par Gomis, qu'au milieu avec des joueurs très talentueux, on Magère, on en parlera peut-être tout à l'heure, Bourigeaud, Martin, Santa Maria qui sont vraiment très très costauds au milieu, et puis en attaque on a des beaux joueurs aussi, Gaëtan Laborde, on en avait parlé lors d'émissions précédentes. On va peut-être parler plus aujourd'hui de Martin Terrier qui a réalisé le premier triplé de sa carrière contre Saint-Etienne. En tout cas, c'est vrai que sur le papier, c'est une très très belle équipe. Il y a de belles individualités, il y a un beau collectif emmené par Bruno Genesio, dont on avait parlé aussi il y a quelques semaines. On avait dit que c'était peut-être l'un des meilleurs coachs de Ligue 1 en ce moment dans ce championnat. On avait fait le débat avec Christophe Galtier. Là, en tout cas, ce week-end, il a donné raison plutôt à ceux qui le défendent. Et puis, clairement, en tout cas, cette équipe, elle est plaisante à voir, agréable à voir jouer. Elle a des résultats, alors, sauf en milieu de semaine, tu l'as dit, tu l'as rappelé contre Nice. Mais voilà, en tout cas, elle montre de belles choses, à la fois sur le papier et sur le terrain. Là, c'est clair, cette équipe rennaise, on sent qu'elle a progressé déjà par rapport à l'année dernière, depuis l'arrivée de Bruno Genesio, parce que là où l'année dernière, on pouvait ressortir quelques individualités, aujourd'hui, on peut en citer énormément. Donc, c'est la preuve que le collectif est bien huilé. Et c'est pour ça que tu as eu raison, justement, de souligner le travail de Bruno Genesio, parce que au final, on se rend compte dans cette équipe que quand on enlève un joueur et qu'on le remplace par un autre, le système fonctionne tout autant. Les résultats sont toujours présents. Et c'est ce que tu citais, Martin Terrier. Martin Terrier, on l'a connu un peu en difficulté, etc. Il s'est parfaitement incorporé dans le système de Bruno Genesio. Et il lui a bien rendu en inscrivant 3 buts et 3 beaux buts en plus. Donc c'est vraiment la preuve que cette équipe va bien mentalement, mais que ce soit aussi sur le plan technique, on les sent vraiment très sereins. Ils dégagent vraiment une sérénité, je trouve, que ce soit en défense, au milieu et devant, où on a l'impression que cette équipe, non pas qu'elle est injouable, parce qu'elle a perdu cette semaine, enfin, en milieu de semaine dernière, mais il y a de la régularité, c'est costaud, elle est spectaculaire, et on verra jusqu'où elle peut aller. Hein. Pour toi, tu penses qu'elle peut tenir le rythme, comme ça, jusqu'à la fin de la saison, cette équipe de Rennes? Oui, en tout cas, il est parti pour. On en est déjà à 15 journées de championnat, même 17 aujourd'hui. On voit bien que finalement, avec ces 17 journées de championnat, elle a réussi à avoir un bilan qui est plus que positif. 9 victoires, 4 nuls et 4 défaites. Ce qui la place aujourd'hui au rang de dauphin du PSG. Donc très clairement, cette équipe,
elle est en tout cas bâtie pour aller au bout et pour, alors peut-être pas titiller le PSG parce que on voit bien que bon, même si le Paris a un petit coup de mou, ils sont quand même largement au-dessus de tout le monde. Mais en tout cas, voilà, se positionner comme favori pour le poste de dauphin du PSG. Ouais, c'est vrai que c'est très serré du côté de la course au podium, d'autant plus que Marseille a un match en moins, donc on verra bien ce qui se passe. Mais dans tous les cas, c'est vrai que cette équipe rennaise, en plus, elle a la profondeur de banc qui peut lui permettre justement de faire souffler un peu certains joueurs et puis les remplacer par d'autres qui seront tout aussi performants. Quand tu peux te permettre de mettre Souleymana sur le banc, Jérémy Doku aussi, mon lit qui lui revient de blessure, donc c'est différent, mais cette équipe, elle a des ressources. Et d'ailleurs, en parlant d'individualité, on a évoqué brièvement Martin Terrier, on va en évoquer une autre. Alors, on va se calmer, mais beaucoup le comparent à Modric de par les origines, le positionnement et la coupe de cheveux. Mais le petit Lovro Majer, c'est quand même assez fort ce qu'il propose depuis le début de la saison. Et hier, une fois de plus, il a montré qu'il faisait partie des meilleurs à son poste en Ligue 1. Ouais, masterclass de Majer, effectivement, contre Saint-Etienne. Et tu fais bien on parle de la comparaison avec Modric, mais c'est vrai que même physiquement, c'est quand même impressionnant la ressemblance qu'il peut y avoir entre les deux. Et pas que la coupe de cheveux, hein. Je pense que vraiment tout, même le style de jeu, on retrouve vraiment du Modric dans la façon dont Majer joue. Et c'est vraiment impressionnant ce qui dégage. Il trouve toujours, ou quasiment toujours, le geste juste, le bon choix à faire. Il a vraiment une qualité à la fois de vision du jeu et de passes qui sont au-dessus de la moyenne, hein, très clairement. L'apport qu'il a cette saison à Rennes, il est très 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 fort. On voit bien, hein, depuis qu'il est arrivé, cette équipe de Rennes, elle marche sur l'eau. Ouais, il a 9 titularisations en championnat et 67% de victoires, donc 2 tiers des matchs remportés en sa présence. Donc, ce qui prouve que il est costaud. Maintenant, il est international croate. Il n'avait pas joué avec l'équipe nationale de Croatie depuis 2017, il me semble. Et là, donc, il a retrouvé une place au sein de l'équipe nationale au damier. Et je pense qu'il n'est pas prêt de la quitter. C'est clair, hein, peut-être qu'on a trouvé du côté de la Croatie le remplaçant de Luka Modric, qui est un magnifique joueur de football, mais qui n'est pas éternel, hein. Luka Modric qui a 36 ans, bientôt 37, donc voilà, peut-être qu'on a trouvé un successeur en la personne de Laurent Majer, qui d'ailleurs, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, Arnaud a fait un triplé de passes décisives hier. Donc, Exactement, 3 passes décisives. Ouais. je dirais Il que en c'est est un à peu 5 depuis le début de la saison. voilà, c'est quand même assez remarquable. On dirait que c'est un peu la spécialité du côté de Geoffroy Guichard. L'adversaire vient et puis met un triplé de passes décisives. Mais là où c'est d'autant plus, disons, frappant ce succès-là, surtout par rapport à Laurent Majer, c'est que Rennes se sépare d'Eduardo Camavinga durant la période estivale. On va chercher des solutions, on incorpore des nouveaux milieux de terrain, on se rend compte que la machine continue toujours de fonctionner. Donc c'est le symbole vraiment que le travail fourni en interne et dans le management du club se retransmet tout simplement très très bien sur le terrain. Et puis à souligner aussi, pour terminer sur cette équipe du Stade Rennais, parce que c'est une équipe qui ne prend pas non plus énormément de buts. C'est l'une des meilleures défenses du championnat. Donc est-ce qu'aussi la clé, elle n'est pas là pour toi, tu penses? Parce qu'on vante les mérites de l'attaque rennaise et le milieu aussi, à juste titre, mais est-ce que la clé de tout ça, c'est peut-être pas aussi la défense qui est rassurante et qui permet justement à tout le monde de pouvoir s'exprimer? Oui, alors la défense de Rennes, elle est impressionnante, hein, tu l'as dit. Aujourd'hui, c'est la meilleure défense du championnat avec 0,82 buts par match encaissés. Et c'est la troisième attaque aussi avec 1,9 buts marqués par match. Mais donc cette défense-là est symbolisée vraiment par le gardien de but, hein, Alfred Gomis, qui a parfaitement pris la succession d'Etienne Mendy au poste de gardien de but. Quand on voit les performances de Mendy à Chelsea, on se dit qu'ils avaient perdu quand même un énorme gardien à cette époque-là, mais ils l'ont remplacé par un autre énorme gardien, Alfred Gomis quand même. Il fait des performances lui aussi très abouties à chaque week-end. Donc on se dit quand même que voilà, la filière recrutement, en tout cas au poste de gardien, elle marche plutôt bien du côté de Rennes.
Et puis défensivement, c'est pas mal aussi. Birger Meling qui est arrivé de Nîmes, qui s'était fait voir du côté des Costières lors des saisons précédentes. Il est très performant sur le côté gauche. C'était peut-être un des points faibles de Rennes la saison dernière. Et là, avec lui et Adrien Truffert, qui aussi commence à prendre un peu du poil de la bête. Il est tout jeune, il a 21 ans, donc il faut lui laisser du temps. Mais pardon. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ce côté gauche, il fonctionne beaucoup mieux cette saison. On a côté droit Amari Traoré qui était déjà très performant et qui est toujours au top cette saison. Dans l'axe, Naïf Aguerd, voilà, qui est aussi un élément intéressant, qui est assez solide, associé à Loïc Badet, qui lui aussi vient de Lens et qui s'est plutôt bien assimilé à son nouveau club. Voilà, je trouve que cette équipe, elle est vraiment solide. Elle a très bien recruté cet été. Elle s'est renforcée à tous les postes. Tu as parlé effectivement de Magère qui est arrivé, mais on peut parler d'un recrutement interne. Jonas Martin, qui était blessé toute la saison dernière quasiment, qui revient à un niveau très intéressant maintenant qu'il est un peu épargné par les blessures. Et on peut parler des jeunes aussi. Le petit Oguchukwu qui marque contre Saint-Étienne. Il a que 18 ans, il est hyper intéressant aussi, il a une vraie bonne technique. On pourrait citer encore d'autres joueurs, Andy Diouf, Loum Chaouna qui est rentré aussi hier. Voilà, petit à petit, Genesio fait aussi rentrer les jeunes dans la danse et on voit que ça prend et on voit que ça fonctionne bien. C'est une équipe qui est saine, équilibrée, qui fonctionne bien et voilà, ça fait plaisir à voir. En tout cas, c'est assez rare de voir cette équipe rennaise marquer 5 buts à l'extérieur. La dernière fois, c'était en 2013 contre Toulouse. Donc, je pense que les supporters du Stade Rennais doivent être contents de voir que cette équipe renoue un peu avec des succès aussi larges. C'est pas tous les jours. Bah, c'est clair, c'est pas tous les jours et c'est pas toutes les saisons que les supporters du Stade Rennais peuvent autant se régaler et d'avoir la chance de profiter d'une équipe qui réussit aussi bien en ce moment, ce qui est un peu moins le cas d'autres équipes. Et ça va nous permettre justement d'enchaîner sur le débat du jour avec le Paris Saint-Germain qui, malheureusement, comme à son habitude, comme à chaque semaine, parvient à ne pas perdre, mais propose quand même des performances un peu faibles, disons sur le plan collectif, alors que le Paris Saint-Germain profite quand même d'individualités assez incroyables, mais on voit que ces individualités, chaque week-end, elles rencontrent d'autres individualités, d'autres équipes de Ligue 1, et parfois, elles se font un peu marcher dessus, un peu à l'image de ce qui a pu se passer du côté de Lens euh, ce week-end. Arnaud, on va faire quelque chose de très simple. On va évoquer quelques petits joueurs et puis tu m'expliques si, oui ou non, ils auraient éventuellement leur place dans l'effectif du Paris Saint-Germain, voire peut-être même dans le 11. Mais en tout cas, Je vais te faire participer au sein aussi. Ça a l'air drôle comme jeu. premier joueur, on en a parlé forcément, vu qu'on a brièvement évoqué le match face au Racing Club de Lens. Est-ce que pour toi, Seko Fofana a sa place au Paris Saint-Germain? Alors, dit comme ça, c'est pas évident de répondre. Sur le match de samedi, très clairement, Fofana, il a complètement dominé les débats au milieu de terrain face à Paris, face à Verratti et Paredes. On ne voyait que lui, il était au four au moulin, buteur en plus. Enfin voilà, bon, après il y a une petite cagade de Navas, mais bon, il a quand même le mérite de taper très très fort. Fofana, pour moi, et on en parle depuis longtemps, on en parle depuis la saison dernière. Fofana, c'est un joueur qui est quand même qui est monté en puissance depuis la saison dernière à Lens, qui est aujourd'hui l'un des tout meilleurs milieux de terrain à son poste, box-to-box, comme ça, capable vraiment d'être au four et au moulin et de faire la différence à la fois balle au pied, à la récupération, enfin voilà, d'être un peu l'homme à tout faire du milieu. Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça aujourd'hui. Lui, il le fait très bien. Et je pense qu'il résout pas mal de problèmes pour le RC Lens. Alors clairement, sur le match de samedi, il n'y avait pas photo entre lui et Verratti ou Paredes. Donc oui, il a sa place à Paris avec des Verratti et des Paredes à ce niveau-là. Après, objectivement,
Verratti, logiquement, il est un peu meilleur. Et bon, il a quand même prouvé sa valeur au cours des années, même si parfois on a tendance à dire qu'il ne progresse pas assez, que il est toujours un petit peu sur les mêmes schémas, qu'il n'arrive pas à passer un palier. Ça reste quand même Verratti, champion d'Europe cette année. C'est quand même solide, quoi. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Fofana, là-dessus, pour moi, il aurait sa place, en tout cas dans la rotation, au même titre que Wijnaldum, par exemple, ou Danilo. Voilà. Après, je ne suis pas recruteur au PSG. Mais tiens, pendant qu'on y est, parlons du meilleur buteur du championnat, Jonathan David. Alors, est-ce qu'il a sa place au sein de l'attaque parisienne? Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, je pense que, et tous les supporters du PSG seraient d'accord avec moi, s'il y avait possibilité d'aligner sur le front de l'attaque Jonathan David avec un Kylian Mbappé tout le temps décisif, je pense qu'il signerait tout de suite. Jonathan David, bah, cette saison confirme les espoirs placés en lui. Du côté de la Belgique, avant d'arriver au LOSC, il cartonnait. La saison dernière, bon, il fallait qu'il s'adapte un peu au championnat, même si au final, ça s'est bien terminé pour lui parce qu'il est champion de France. Mais cette saison, aujourd'hui, enfin, Jonathan David porte cette équipe du LOSC, du moins, il porte le front de l'attaque. C'est le meilleur buteur de Ligue 1. On l'a encore vu cette semaine. Il rentre, Lille, il renverse le match presque à lui tout seul. Donc, je pense très sincèrement que au-delà même d'une place dans l'effectif, je pense qu'aujourd'hui, il a une place dans le 11. Après, forcément, c'est un peu biaisé dans la mesure où, et là, ça s'applique non pas qu'aux attaquants du PSG, principalement à Mauro Icardi, mais là, je pense que ça s'applique à tout le monde, mais on sait très bien. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Verratti, quand les joueurs du Paris Saint-Germain élèvent leur niveau de jeu et qu'ils évoluent à leur réel niveau, il n'y a pas de débat, on est tous d'accord pour ça, mais à l'heure où on se parle, Jonathan David, fait partie des meilleurs attaquants de Ligue 1, si ce n'est même le meilleur. Donc, je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, oui, Jonathan David, il a sa place au Paris Saint-Germain. Et dans le 11. À la place de Messi, du coup? Ah bah après, c'est compliqué d'enlever Léo Messi du 11, mais je pense que tu peux te débrouiller en faisant une sorte de petit 4-2-3-1 où tu mets Messi en 10, Jonathan David devant, Mbappé à gauche, Di Maria à droite, puis tout le monde est content. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, oui, je pense que voilà, Jonathan David fait partie de ces joueurs-là qui, aujourd'hui, hein, évidemment, on parle maintenant par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qui se passe. Je pense que oui, il peut prétendre à une place de titulaire dans cette équipe du PSG. Mais on était du côté de Lille. Je te propose qu'on vienne brièvement du côté de Lens. Il te parlait de l'arrière droit lensois, Jonathan Klaus, que certains même réclament en équipe de France. Est-ce que pour toi, il aurait sa place dans l'effectif du PSG? Alors, Jonathan Klaus, c'est intéressant que tu me le cites parce que, effectivement, on parle beaucoup de lui. Il y a une vraie hype autour de ce joueur pour le pousser en équipe de France. Le problème de Jonathan Klaus, c'est qu'il manque d'expérience au haut niveau. Et c'est ce que lui reproche essentiellement Deschamps, c'est qu'il n'a jamais joué en Coupe d'Europe, encore moins au niveau international. Donc, forcément, face à des équipes de Ligue 1, on va dire que c'est plus facile que face à du très très haut niveau comme peut l'être confronté Hakimi, hein, ne serait-ce que lui au PSG. D'un point de vue stats, c'est sûr que c'est intéressant. Klaus a fait 7 passes décisives depuis le début de la saison en Ligue 1. C'est le deuxième meilleur passeur. Il a marqué 2 buts. Et Hakimi, en parallèle, a réussi 3 buts et 2 passes décisives. Donc forcément, la balance penche plutôt du côté de Jonathan Klaus. Après, je trouve que Hakimi, il a cette vitesse, cette percussion qui fait que voilà, quand il est là sur le terrain, il est capable de faire la différence en venant de derrière, ce qui est quand même assez rare. C'est un de ces rares latéraux capables justement de pouvoir faire basculer une rencontre quasiment à lui tout seul. Là où je pense que Jonathan Klaus, lui, il est plus dans la passe, dans le centre, dans une capacité à justement être précis dans ses centres. Et c'est pour ça qu'aussi qu'il y a beaucoup de passes décisives, hein, parce qu'il centre beaucoup. Après, défensivement, Hakimi et Klaus, je trouve qu'ils ont tous les deux quelques lacunes au poste de. Alors voilà, ils sont tous les deux pistons, plus ou moins pistons, donc ça tombe bien. Surtout Klaus, puisque Lens évolue avec 3 défenseurs alors que Paris évolue avec 2. Donc Klaus a plus de possibilités, plus de choix
pour apporter le surnombre devant. Alors qu'Hakimi, il multiplie les allers-retours, donc c'est pas forcément évident pour lui. Et voilà, je trouve que, encore une fois, Hakimi présente un peu plus de garantie sur ce couloir. Mais restons du côté. Alors on va quitter Lens, mais on va rester dans le nord de la France, du côté de Brest, nord-ouest cette fois-ci. Romain Fèvre, on parlait aussi pas mal de lui. Il y a une belle hype. Est-ce que Romain Fèvre a sa place au sein du PSG? À mon sens, ce sont des exemples très intéressants, en fait. Ce cas de figure-là, notamment celui de Romain Fèvre. Pourquoi? Parce que si on parle d'une place de titulaire dans le 11 du Paris Saint-Germain, à mon sens, au vu de son poste, ça me paraît quand même un peu compliqué, un peu juste. Surtout que ça rejoint un peu ce que tu disais par rapport à Jonathan Klaus au niveau de l'expérience. Ça me paraît quand même un peu compliqué parce qu'il a essentiellement évolué en Ligue 1 et un peu en Ligue 2, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça me paraît quand même un peu compliqué. Néanmoins, sur ce qu'il montre depuis qu'il est en Ligue 1 et du côté de Brest, bah, on se dirige quand même malgré tout vers une valeur sûre du championnat. Ça veut dire que quand tu es dans une logique de construction et de remporter tous les trophées et de ramener toutes les coupes à la fin de la saison, il te faut des joueurs capables de tenir la baraque, ne serait-ce qu'en Ligue 1. Et je pense que dans ce cas-là, Romain Fèvre peut très bien s'incorporer dans la rotation du Paris Saint-Germain. Il y a juste à voir ses stats cette saison. Il a joué 16 matchs, il a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives. Di Maria, c'est 11 buts, 11 matchs, 3 buts, 3 passes D. Neymar, c'est 10 matchs, 3 buts, 3 passes D. Je ne suis pas en train de dire que Romain Fèvre vaut ces joueurs-là en termes de talent parce qu'on a vu ce qu'ils peuvent donner au plus haut niveau. Mais ce que je veux dire par là, c'est que factuellement, en termes de rendement, il n'est pas du tout éloigné de ces joueurs-là. Il est même au-dessus. Donc, je pense que dans une logique aussi de construction sur le long terme, pourquoi pas incorporer des joueurs comme Romain Fèvre qui sont déjà issus de la région parisienne, donc qui savent ce que représente le Paris Saint-Germain sur l'échiquier du football français. Donc, pour des raisons sportives et même d'état d'esprit et de mentalité, ça pourrait être une excellente idée que de recruter Romain Fèvre pour l'avoir dans la rotation, qui, à mon sens, te sera peut-être plus utile qu'un Rafinha qu'on voit de temps en temps, mais pas trop, ou que d'aller chercher je ne sais quel joueur en Serie A ou dans un championnat sud-américain et qui va falloir un temps d'adaptation, alors qu'il est opérationnel directement, Romain Fèvre. Donc voilà, moi je pense qu'il pourrait être justement dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Et j'en ai un petit dernier pour toi. Tu l'as évoqué tout à l'heure en parlant du Stade Rennais. Est-ce que pour toi, Naïef Aguerd pourrait lui aussi faire partie du Paris Saint-Germain, tout simplement? Ouais. À la place de Sergio Ramos, peut-être. abonné à l'infirmerie. Non, Naïef Aguerd, c'est un super joueur. Hein. Effectivement, je l'ai cité tout à l'heure au Stade Rennais, c'est un très bon défenseur. Il fait très peu d'erreurs. Il est capable de faire le boulot de stopper, très bon au marquage, très présent sur le jeu de tête. Donc c'est un joueur quand même qui est assez précieux dans une défense. On voit même d'un point de vue stat, Naïef Aguerd, c'est 8 clean sheets en 17 matchs de Ligue 1. Et puis il est aussi décisif devant, il a marqué 2 buts, réussi une passe décisive. Donc c'est un joueur quand même très complet, très précieux encore une fois. Et je trouve qu'il apporte un peu plus de garantie que Presnel Kimpembe depuis le début de saison, où lui, on sent que parfois il a toujours ces sautes de concentration qui font qu'il peut passer à côté d'une action, alors pas forcément d'un match, mais seulement d'une action, et c'est cette action-là qui fera que Paris va prendre un but. Et donc je trouve que Aguerd apporte plus de garanties. Après, moi, ce que j'aimerais voir à Paris, c'est Sergio Ramos. On l'a vu lors d'un match et on a vu qu'il était plutôt performant. Donc, c'est à voir après s'il est capable de multiplier ces prestations-là. Et là, j'ai envie de dire, ça résoudrait le problème parce qu'un Sergio Ramos au top, comme on a pu le voir la semaine dernière, la défense, elle est calée, quoi. Hein. Entre Marquinhos d'un côté et Ramos de l'autre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que là, que ce soit Donnarumma ou Navas, ils peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Hein.
Non, mais c'est clair, je pense exactement comme toi. Si demain Sergio Ramos est apte à enchaîner les matchs avec le Paris Saint-Germain, ben, ça résoudrait bien des problèmes parce que déjà, défensivement, ben, je pense qu'il n'a plus rien à prouver. Et on l'a vu même la semaine dernière face à Saint-Etienne. C'est quelqu'un qui est bah, extrêmement solide, même plus que solide. Et à mon avis, bah, la paire serait parfaite avec Marquinhos, qui lui aussi bah, est solide et constant et fait partie des meilleurs défenseurs centraux du monde aujourd'hui. Et puis même au-delà de ça, je trouve qu'au niveau de la relance, Sergio Ramos apporte quelque chose en plus qu'on voit un peu moins du côté de Presnel Kimpembe, même si, à mon sens, Kimpembe est aussi capable de le faire, mais aujourd'hui, je pense qu'il souffre aussi d'un manque de confiance dû à bah, ses mauvaises performances, ou du moins ses performances un peu en dents de scie. Donc je pense que en fait, ça profiterait à Paris sur le plan défensif, même sur le plan offensif, parce que d'avoir un défenseur comme première rampe de lancement, ça peut te permettre de gagner énormément de mètres sur le terrain, d'être plus offensif, de moins subir. Donc, sachant ça, c'est clair que si Sergio Ramos est là, il n'y a plus de soucis. Et je pense qu'un Sergio Ramos totalement apte à jouer, on ne parle pas de Naïf Aguerd, je pense là tout de suite. Donc, c'est clair que ça réglerait bah, bien des soucis. Mais quoi qu'il en soit, je pense aussi que dans ces débats-là, il y a d'autres joueurs évidemment qu'on n'a pas cités, hein. Wissam Ben Yedder, Aurélien Chouameni, on a cité Romain Fèvre, pourquoi pas Ludovic Blas. Donc voilà, il y a énormément de joueurs en Ligue 1 qui ont de la qualité. Après, de là à s'imposer au PSG, c'est un peu compliqué. Mais dernière question pour clore ce débat-là, euh, ça rejoindrait une politique un peu similaire à celle du Bayern Munich, par exemple, qui recrute essentiellement des joueurs issus du championnat. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut être aussi une clé pour Paris, tout simplement pour garder une sorte de fil conducteur au sein de l'effectif? Ouais, bah, en fait, on a pu avoir ce débat par le passé. Le problème, c'est que le championnat, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, n'était pas au niveau du PSG, très clairement. Hein. Paris était largement au-dessus et les joueurs qui auraient été susceptibles d'apporter une plus-value à l'effectif se comptaient sur les doigts d'une main. Du coup, voilà, ça paraissait plus logique, effectivement, de recruter à l'étranger parce que il y avait plus de qualité. Mais là, on s'aperçoit que cette saison, depuis cette saison en tout cas en particulier, on le voit avec les résultats en Coupe d'Europe, que finalement, ces équipes françaises, elles sont pas si mauvaises que ça, elles ont des bonnes individualités. Et effectivement, ça serait intéressant pour Paris de faire comme tu l'as dit, hein, comme le Bayern, c'est-à-dire de recruter les meilleurs joueurs du championnat et finalement profiter un petit peu de la continuité de ces joueurs-là au sein de la Ligue 1 pour en faire des stars internationales. Ça serait une logique intéressante. Après, quand tu t'appelles Paris, et en particulier avec la politique qatari du club, tu as envie de faire venir les stars au sein du club. Alors, on voit bien que ça marche plus trop aujourd'hui parce que on voit que l'accumulation de stars, ça fait pas forcément ni la qualité du jeu ni les résultats. Il faut quand même trouver un équilibre, une osmose, euh, une complémentarité entre les joueurs. Après, tant que les Qataris seront là, à mon avis, et au moins jusqu'à la Coupe du Monde, il ne faut pas s'attendre à avoir des joueurs qui sont pas des grosses stars ou des stars montantes au sein de l'effectif. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que au bout d'un moment, il y a un peu, pas incohérence, mais disons un peu dispute entre la cohérence d'un projet sportif comme celui du Bayern, où tu vas prendre les meilleurs joueurs du championnat, mais pas que, mais essentiellement des meilleurs joueurs du championnat, et le fait de, dans ta logique, d'avoir comme vitrine le Paris Saint-Germain, de faire venir des grandes stars, c'est clair que tu peux pas faire les deux. Donc, à choix égal, je pense que forcément les Qataris se dirigeraient plus vers la venue de grandes stars, même si, comme tu l'as dit, on se rend compte sur les dernières saisons que c'est pas en tout cas un choix qui s'avère payant. Mais quoi qu'il en soit, on verra pour la suite du Paris Ouais. Saint-Germain. Et Mais c'est là où on ouais, voit la différence vraiment avec le Bayern, c'est-à-dire que le Qatar vise plutôt le bling-bling en faisant venir des joueurs qui ont une aura. Voilà, je pense qu'ils doivent penser au marketing, ils doivent penser à l'image et à tout ce genre de choses. Alors que le Bayern vise vraiment à améliorer son effectif, à améliorer la qualité du groupe. Voilà, pour moi, c'est deux stratégies de clubs qui sont différentes.
et qui font que aujourd'hui, le Bayern a un fond de jeu qui est bien plus intéressant que celui de Paris. Mais peut-être que le Bayern sera éliminé par Paris en huitième de finale, on ne sait pas. Pour la deuxième année consécutive. Quoi qu'il en soit, on verra. Et pour clôturer cette émission, bah, on va parler d'un autre club parisien, cette fois-ci du côté de la Ligue 2, et le Paris FC qui va mieux depuis quelques semaines, qui enchaîne les victoires et qui s'est replacé dans la course à la montée. Du côté de la Coupe de France, ça va plutôt bien aussi. Ils ont gagné Arnaud, 14-0 contre Cayenne, hein, c'est pas mal. ouais, c'est plutôt petite performance du Paris Petite FC, petite performance. performance. C'est vrai que ce club du Paris FC est un peu malchanceux ces dernières années, où il rate de peu la montée en Ligue 1. Est-ce que cette année, ça peut être la bonne, enfin? En tout cas, on leur souhaite. Là, en tout cas, ils ont changé des choses. Hein. Ils ont changé d'entraîneur déjà avec Thierry Loret qui est arrivé cet été en tant que coach du PFC. Ils ont changé quelques joueurs aussi. Hein. On peut en citer quelques-uns. Des joueurs qui sont arrivés. On peut penser à Filipovic, le Croate qui vient du Slaven. On peut penser à Mahameh Sibi, à Imanemi Goré, par exemple. Ils ont changé des choses, mais ils ont aussi gardé quand même finalement le cœur de leur effectif, celui qui avait bien performé les années précédentes. On peut citer notamment les attaquants, Gaëtan Lora, Warren Kadi, qui sont aujourd'hui aussi toujours aussi performants en attaque. Et peut-être que justement, ces petites touches, ces petits rajouts associés à comment dire, la continuité de l'effectif qui fait que peut-être que cette équipe, elle est armée aujourd'hui pour monter. Alors après, il y a des gros morceaux en Ligue 2, ne serait-ce que Toulouse, Auxerre, Sochaux, qui ont vraiment des beaux effectifs aussi et qui font des belles performances. Ajaccio, là je suis assez surpris par les performances d'Ajaccio depuis le début de la saison, mais aussi ils sont assez costauds. Donc ça va être compliqué encore. Hein. Il y a des chances que ça se joue encore une fois au barrage et qu'au barrage, ça soit compliqué face au 18e de Ligue 1, pardon. Donc à voir ce que ça donne. En tout cas, on peut imaginer effectivement cette équipe du PFC arriver en tout cas à côtoyer les sommets encore une fois jusqu'au bout. Ouais, c'est clair, cette équipe du PFC qui reste sur les mêmes bases depuis plusieurs saisons, même si, comme tu l'as dit, il y a un changement d'entraîneur avec Thierry Loret qui, lui, justement, je pense aussi peut apporter cette expérience de monter vers la Ligue 1 parce qu'il me semble qu'il a déjà connu avec Strasbourg. Donc, voilà, je pense que peut-être que cette saison, tout s'alignera pour ne plus connaître l'échec de la non-montée, la non-accession en Ligue 1 plutôt. Peut-être que le chemin le plus simple aussi, c'est de terminer aux deux premières places pour s'éviter un barrage contre le 18e de Ligue 1 où ça risque d'être, à mon sens, très compliqué parce que les équipes de Ligue, les équipes de Ligue 2 veulent monter, mais les équipes de Ligue 1 veulent se maintenir parce qu'on sait à quel point il y a une différence financière aussi entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc tout le monde a envie de rester en Ligue 1 et c'est clair que ça risque d'être compliqué. Mais l'avantage aussi, c'est que, qui peut être aussi un inconvénient d'ailleurs, c'est que le classement est très serré aux 5-6 premières places de Ligue 2. Tout le monde se tient en 3 points, je crois, parce que Toulouse n'a pas encore joué, alors on se parle là, bien évidemment. Mais tout est possible. Rien n'est encore fait. Mais c'est vrai qu'après avoir connu déjà des barrages, les deux échecs en barrage, cette équipe du PFC aussi, elle peut se servir de cette expérience justement pour savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc, à voir. Mais dans tous les cas, oui, comme tu l'as dit, en termes d'effectifs, ils ont aussi les individualités qui peuvent te permettre de justement accrocher cette montée. Et puis, on a vu aussi que cette équipe, elle a des ressources mentales. Hein. La victoire face à Bastia à Charletti dans les derniers instants, au cours d'un match qui n'a pas été facile d'ailleurs, hein, surtout en première période où Bastia forçait pas mal. Le PFC mérite de ne pas craquer et de remporter le match. Donc voilà, peut-être qu'aussi ce sont des signes comme ça qui montrent que cette année, on est peut-être un peu plus près que d'habitude. Donc à suivre en tout cas pour le Ouais, et PFC. puis ils ont un joueur qui me plaît beaucoup dans l'effectif et qui est en train de monter en puissance, c'est Morgan Guilavogui. C'est le petit frère de Joshua. Et il est très intéressant. Hein. Il est arrivé la saison dernière à Paris.
il a fait une saison moyenne l'année dernière. Il joue la moitié des matchs, il est peu décisif, mais cette année, ça a l'air d'être plutôt bon pour lui. Il en est déjà à 7 buts avec Paris, une passe décisive. Et voilà, on le sent qu'il prend vraiment la mesure de la Ligue 2, lui qui vient du National et même du CFA avec Toulon. On sent qu'il monte en puissance, il a 23 ans et commence à être international aussi pour la Guinée. Alors lui, il a choisi la Guinée par rapport à son frère. Et voilà, je pense qu'on va peut-être en entendre parler dans quelques années. Écoute, joueur à suivre en tout cas. Déjà pour la fin de la saison et peut-être pour les prochaines années, peut-être en Ligue 1, qui sait, en tout cas, on leur souhaite. Arnaud, merci beaucoup pour ce débrief. Merci à toi. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez bien évidemment retrouver toutes les statistiques qu'on a évoquées au cours de l'émission sur notre site, footballdatabase.eu. Et comme d'habitude, comme le veut la tradition, Arnaud, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, ça va être tout simplement que vous pouvez aussi retrouver l'équipe type de Ligue 1 actuellement sur notre site, où on a cité quelques joueurs qui étaient susceptibles d'aller justement au PSG, qui sont dans l'équipe type de Ligue 1 aujourd'hui, les Fofana, Klaus, etc. C'est intéressant de voir justement à quel point cette équipe type aujourd'hui, elle est surtout rennaise. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Arnaud, et puis comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de la semaine, du week-end. À bientôt.